Bonjour Michel Vol. Bonjour Laurent Phébis. Alors nous allons aujourd'hui continuer d'approfondir les réflexions sur l'économie que vous avez développées dans ce livre L'économie publié chez Economica. Et nous allons concentrer notre attention sur le régime de concurrence qui domine dans l'économie. Alors un aspect un peu plus technique, vous insistez sur le fait que dans l'économie, l'essentiel des coûts sont fixes et que le coût marginal tend vers zéro. À partir du moment où les tâches répétitives sont automatisées, en effet, le coût marginal de production devient très faible, sauf bien sûr si le produit incorpore des matières premières très coûteuses. Mais sinon, le coût du travail nécessaire pour fabriquer une unité de plus devient négligeable. Alors on connaît ça dans le monde de l'information, reproduire une information ne coûte rien, mais c'est vrai aussi dans la production matérielle ? Par exemple, vous prenez la production des puces électroniques. Exemple. Bon, une fois que vous avez fait dessiné le masque qui permet de les projeter sur du silicium et que vous avez également acquis les équipements qui permettent de les produire, produire une puce ou produire 1 million de puces, ça vous coûte à peu près la même chose. Donc le coût marginal d'une puce est négligeable. Il en est de même pour le logiciel. Vous développez un système d'exploitation ou un logiciel, ça vous coûte évidemment un coût de développement. Et ensuite, le fait de reproduire ce logiciel en un nombre quelconque d'exemplaires ne coûte rien. Voilà. Et à partir du moment où les divers produits s'informatisent, que ce soit les avions, les automobiles, etc., et que l'informatique représente une part importante du coût de production, cette forme de la fonction de coût se répand finalement dans l'essentiel des produits. Alors, vous essayez de développer toutes les conséquences de cette économie à coût marginal zéro. Je dis au passage d'ailleurs que c'est des travaux que vous avez menés déjà il y a une quinzaine d'années, au moment où Jeremy Rifkin aux États-Unis sort un livre sur le zéro marginal cost, qui a été critiqué sur Xerfi Canal par ailleurs. Alors, revenons à votre livre. Dans cette économie à coût fixe, vous déduisez que dans l'économie, la production d'une entreprise comporte un rendement d'échelle croissant. Oui, mais c'en est une conséquence évidente. Si le coût marginal est négligeable ou nul, le coût de production d'une quantité Q, ce sera le coût fixe initial divisé par Q qui décroît évidemment avec la quantité produite. Alors, si, comme vous le pensez dans l'économie, le rendement d'échelle est croissant pour la majorité des produits, et qu'on va vers cette tendance-là, c'est normalement un régime de monopole qui s'installe. Voilà, lorsque le rendement d'échelle est croissant, le monopole naturel s'installe, sauf si les besoins des utilisateurs sont tels que l'on puisse diversifier le produit. À ce moment-là, une autre possibilité émerge. Les entreprises peuvent échapper à la griffe du monopole en se différenciant. En différenciant leurs produits et en faisant en sorte que leurs produits satisfassent un segment de clientèle pour lequel il est bien adapté. Regardez par exemple, l'édition de livres. C'est bien clair que pratiquement la production de livres est une production à coût fixe, puisqu'imprimer un nombre d'exemplaires très élevé coûte peu de choses par rapport à ce que coûte l'écriture et la composition du livre. Et pourtant, l'économie du livre est une économie de la diversification. Vous voyez, ça en est un exemple. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cette économie-là. Ce qui se passe, c'est que ce modèle économique de coût fixe et différenciation tend à se généraliser à tous les produits, alors qu'il existait auparavant pour les livres, pour les disques, etc. Donc on est dans une économie à coût fixe qui devrait tendre vers le monopole, mais comme vous l'expliquez, les stratégies de différenciation des producteurs fait qu'on n'est pas vraiment dans des situations de monopole, on est dans des situations d'équilibre que vous appelez, et les économistes avec vous, concurrence monopolistique. Voilà, c'est un régime économique qui, comme je vous le disais, existait déjà dans l'édition, qui tend à se généraliser. Il a été théorisé dans les années 30 par Chamberlain et John Robinson, deux économistes anglais, mais c'était une curiosité. À l'époque, on pensait que le régime d'équilibre général, c'était nécessairement la concurrence parfaite, laquelle d'ailleurs... qui est au fondement du mainstream des théories économiques. Du mainstream des théories économiques et puis de la vulgate et même de la politique économique telle que la pratique la Commission européenne et certains ministères. Un des malheurs de la situation actuelle, c'est que le modèle qu'ont en tête les administrateurs administratifs et autres propagandistes de la politique économique ne colle pas avec la situation économique réelle qui est celle de la concurrence monopolistique. Alors,
Vous dites équilibre de concurrence monopolistique. Dans le modèle économique, quand on tire les équations, oui, on obtient quelque chose qui ressemble à un équilibre. Mais dans la réalité des choses, la concurrence monopolistique va de pair avec une innovation très vive. Et donc, on a plutôt affaire à une dynamique de concurrence monopolistique qu'à un équilibre. Et c'est une dynamique bouillonnante, c'est-à-dire que les places se prennent et se perdent. Regardez ce qui s'est passé dans la téléphonie mobile, regardez ce qui est arrivé à Nokia, regardez ce qui est arrivé à Raspberry. Hein. Les places se prennent, on en profite pendant un certain temps et elles se perdent ensuite si on n'a pas su continuer à innover, à rebondir. Donc c'est une économie très foisonnante, très innovante, et également très violente. Quand on regarde le modèle de près, on se rend compte qu'il y a une violence endogène dans cette économie-là qui pose problème d'ailleurs. Oui, parce que la mise de départ est très forte et en cas d'échec, la peine est très forte. La peine est très forte. La mise de départ pour fabriquer un nouveau microprocesseur est de l'ordre de 10 milliards de dollars. Pour fabriquer un nouveau système d'exploitation, 10 milliards de dollars également. C'est la mise. L'important, c'est les sunk costs. Le grand danger, c'est les sunk costs. Pour concevoir un nouveau type d'avion de ligne, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Si vous ratez, vous avez tout dépensé, pratiquement tout votre coût, avant d'avoir eu la première réponse du marché. Lors de la phase de conception et de prototypage. Voilà, phase de conception et de prototypage. Et donc, si vous avez raté votre coup, si vous avez un concurrent que vous n'avez pas vu venir et qui a sorti en même temps que vous un produit meilleur, eh bien, vous perdez votre mise. Il en résulte une situation de ce que j'appelle, moi, l'économie du risque maximum. Hein. Alors, donc, économie du risque maximum, idée que vous développez dans cet ouvrage, l'économie. Michel Volz, je vous remercie. Merci Laurent Féblis.